Bonsoir à tous. Les mardis de l'ESSEC et ESSEC Initiative vous souhaitent la bienvenue à cette table ronde sur l'avenir de l'entrepreneuriat. Organisée avec le concours des cabinets d'audit et de conseil Mazars et Bearing Point, ainsi que le groupe financier Odo BHF. Nous remercions également notre partenaire LCP qui diffuse cette table ronde sur sa chaîne YouTube. Didier Roche, Marianne Tessier, Olivier Brouran, Cyril Chiche. Bienvenue et merci d'avoir pris le temps de vous déplacer pour participer à cet entretien d'embauche. Nous sommes ravis de vous accueillir pour discuter de votre candidature. Notre objectif est de savoir lequel d'entre vous est le plus susceptible d'apporter de la valeur ajoutée à notre compagnie et d'avoir, in fine, l'honneur de représenter l'avenir de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous demander à quel animal vous vous identifiez, Ni même combien de balles de ping-pong sont nécessaires pour remplir un bus. Au cours de cette entrevue, nous examinerons plutôt votre parcours professionnel, Vos réalisations antérieures, vos aspirations futures. le tout sans aucune censure. Que le premier candidat fasse son entrée. Didier Roche, aka l'entrepreneur exemplaire. Vous naissez en 1971 à Chartres, dans une famille modeste, et à l'âge de 6 ans, votre vie prend déjà un tournant. Un tragique accident vous fait perdre la vue. Vous êtes cependant loin de vous avouer vaincu. Dès votre sortie de l'Institut national des jeunes aveugles, vous faites de l'inclusivité votre combat. Votre rubrique centre d'intérêt témoigne d'un réel dévouement à cette cause. En 1992, vous rejoignez l'association Paul Guinaud en tant qu'administrateur, en faisant de l'inclusion des personnes visuellement handicapées une mission d'honneur. Vous cherchez alors à former et informer les déficients visuels à tout niveau. Sur le plan sportif, vous participez au développement du football pour les non-voyants en tant que secrétaire général de la commission Cécifoot de 1993 à 2004. Sur le plan sociétal, vous sensibilisez plus de 70 000 malvoyants à l'arrivée de l'euro avec le projet Eurovision France en 2000. Sur le plan professionnel, vous créez en 2008 l'Union des travailleurs indépendants handicapés, dont vous êtes l'actuel président. Et moi qui pensais que j'étais overbooké. Au vu de votre expérience professionnelle, il faut avouer que votre profil est remarquablement complet. En 1994, animé par un esprit créatif, vous fondez votre première entreprise. Votre société, ITAC, est spécialisée dans la vente de biens et de services destinés aux personnes handicapées visuelles. En 2004, après avoir cédé cette dernière, vous cofondez Ethic Investment, dont vous êtes le directeur général, groupe à l'initiative du concept Dans le Noir. Le principe ? Des restaurants où les clients dînent dans l'obscurité, guidés et servis par des aveugles. Parfait pour Bernard le romantique et sa fausse photo de profil mythique. Une idée d'ailleurs couronnée de succès que vous étendez au spa, aux escape games et ateliers sensoriels. Merci de votre présence ce soir. Passons maintenant à notre seconde candidate, Madame Marianne Tessier. Vous suivez une formation qui parlera à la moitié de la salle de ce soir, puisque vous intégrez l'ESSEC après 2 années de classe préparatoire au lycée Henri IV. Vous commencez en 2001 loin du monde de l'entrepreneuriat, puisque vous signez un CDI chez Procter & Gamble avant de rejoindre l'UCPA, où vous rencontrerez votre future associée, Céline Visselink. Vous prenez très au sérieux l'expression « think outside the box », véritable mantra de votre alma mater. Ainsi, vous créez en 2007 Néoness. Un concept inédit que vous, comment dire, Subtilisé, dérobez, chippé, empruntez. au groupe néerlandais Fit for Free, qui vous avait auparavant missionné pour le développer en France. Même Mark Zuckerberg n'aurait pas osé. Laissez-nous en faire l'elevator pitch. Néoness est une entreprise à la fois B2C et B2B qui vous propose des small group trainings pour workout dans une ambiance feel good, le tout avec une offre smart cost. En bref, des salles de sport sans sauna, ni hammam, ni piscine, et où même les douches sont payantes. Ce n'est cependant que le début de votre aventure dans le sport, puisqu'en 2017, vous façonnez un second concept de salle de fitness nommé Épisode. Dans ces salles haut de gamme, le client a accès à des cours sur mesure en ayant le choix entre 8 disciplines pour créer son mix idéal. Vous rencontrez des difficultés pendant la pandémie de Covid-19, durant laquelle les concepts de Néoness et Épisode ont eu besoin d'être soutenus, notamment car vous employez des coachs professionnels. Vous vous adaptez donc en proposant des coachings à la maison et conservez vos clients en surclassant leur abonnement. D'ailleurs, pourriez-vous me citer 3 de vos qualités professionnelles ? Sens de l'initiative, leadership, esprit d'équipe. Ah, le teamworking. En effet, depuis 9 mois, vous êtes associé chez 50 Partners Impact, un accélérateur de start-up à impact.
Il regroupe 50 entrepreneurs français ayant réussi à monter leur propre entreprise qui sélectionne 6 à 8 startups par an et les aide à se développer. Mais je crois que vous n'êtes pas la seule représentante du monde du capital risque ce soir. En effet, notre troisième candidat est récemment entré au panthéon des Business Angels. Monsieur Olivier Brouran, bienvenue. Pur produit du Sud, vous naissez à Montpellier en 1974, mais vous reniez bien vite vos origines. Encore enfant, vous troquez la Méditerranée pour le Rhône. Vous vous sentez désormais lyonnais, ville qui deviendra le berceau de votre formation. Fils d'ingénieur, vous suivez les traces de votre père, puisqu'en 1996, vous êtes diplômé de l'INSA. L'année suivante, vous complétez votre formation à l'EM Lyon, où vous décrochez un MBA alors que votre femme, Tels les mécènes d'antan, vous assure financièrement. diplôme en poche, vous passez par différents prestigieux cabinets de conseil en technologie, des expériences professionnelles sur lesquelles vous capitalisez largement pour fonder votre propre cabinet, Mantou. Avec une croissance moyenne de 70% et une dizaine de milliers de collaborateurs, vous parvenez à bâtir un petit empire en à peine 16 ans. Très impressionnant. Par ailleurs, vous êtes membre du board de nombreuses startups entre 2018 et 2020 et finissez par lancer Aonia Ventures. Un fonds de capital risque qui investit des billets de 100 000 à 150 000 euros dans 30 à 40 startups du domaine de la tech chaque année. Qu'en est-il de votre vie associative ? Bon, vous n'êtes peut-être pas aussi altruiste que notre premier candidat. En organisant les 24 heures de l'INSA, un festival à l'ambiance explosive, vous semblez préférer la fête au bénévolat. Ne sois pas mauvaise langue. C'est vrai, vous êtes aussi vice-président de la fondation Amaris, visant l'inclusion et la démocratisation des technologies. Pour être tout à fait franche avec vous, votre profil ne correspond peut-être pas à notre recherche. Entre nous, un PDG à la tête d'une boîte à 800 millions de chiffre d'affaires est légèrement surqualifié pour le poste. Vos services pourraient en revanche faire le bonheur de notre dernier candidat, Cyril Chiche. Si d'après Sartre, chacun est libre de faire à partir de sa situation, Vous partez tout de même favori de conditions. en naissant dans une famille d'entrepreneurs, Vous baignez dans ce monde depuis vos premières heures. formation. En 1995, vous sortez diplômé de l'ISG, Institut supérieur de gestion. Bon, d'habitude, ça ne passe pas le screening. Mais pour vous, on va faire une exception. Alors que vous étiez initialement passionné par le luxe et la mode, Vous débutez chez Nirtech, une start-up spécialisée dans le stockage de données informatiques. changement de décor radical pour vous qui passez des défilés de mode au défilement de code. Plein d'ambition, vous y montez rapidement les échelons. Et votre expérience internationale s'en voit grandie après 2 ans passés aux États-Unis. En 2011, l'utilisation du paiement mobile est en pleine explosion. Conséquence de la démocratisation des smartphones en Corée et au Japon, Dans d'autres pays, c'est davantage l'opportunité de faire face aux problèmes de bancarisation. c'est alors que vous entreprenez avec Antoine Porte la création de Lydia Solutions. Votre but ? Proposer un moyen de paiement universel pour les achats du quotidien auprès d'une dizaine de métiers, dont les taxis, ostéopathes, plombiers et même médecins. Votre application fut d'abord un échec retentissant. Mais heureusement que vous avez pu compter sur nous, étudiants, Pour qui Lydia est devenue un incontournable un must-have. pour les week-ends d'assaut, Les courses entre colocs, les pintes aux foils, les additions entre amis, le cadeau de tonton Jackie. autant de situations qui ont vu naître le... Je te fais un Lydia ? Depuis 2015, vous êtes également vice-président de France FinTech, une association ayant pour but de promouvoir et de dynamiser la FinTech en France. Plutôt logique. En 2021, votre entreprise acquiert le statut de licorne. Une véritable success story qui s'ajoute à celle de nos 3 autres invités du soir. C'est ainsi que nous clôturons ces entretiens. Merci à vous de vous être joints à nous. Didier Roche, Marie-Anne Tessier, Olivier Brouran, Cyril Chiche. c'est après de laborieuses délibérations que nous vous annonçons notre décision. Du fait de vos compétences et de votre parcours, le comité a fait le choix de tous vous sélectionner. C'est donc dans une seconde phase d'entretien que vous aurez l'occasion de vous départager. Nous pensons que vous incarnez l'avenir de l'entrepreneuriat. Ne nous décevez pas. Mesdames, messieurs, nous vous souhaitons un agréable débat. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation au mardi de l'ESSEC. Comme le veut la tradition mardienne, vous disposez d'un court droit de réponse à la présentation qui vient d'être faite par Yara et Mathé. Je veux bien.
Je n'ai pas volé l'idée. Ils n'ont pas voulu venir en France parce que c'était beaucoup trop galère d'entreprendre en France par rapport aux Pays-Bas. Voilà, je tiens à préciser. Et on leur a dit, est-ce que vous êtes d'accord? Ils ont dit, allez-y, on n'ira jamais chez vous. Bon, finalement, leur concurrent principal, Basic Fit, est venu en France et je pense que vous les connaissez tous. Alors moi, je vais préciser qu'on est 11 500 maintenant et qu'on fait un petit milliard. Et accessoirement, j'aimerais quand même ajouter que j'ai fait les championnats de France de baby-foot. Et oui, ma femme m'a entretenu. Moi, je ne suis plus président de H-Up Entrepreneur. J'ai cédé l'association à une autre personne en 2020. Donc, vous êtes peut-être vous remettez ce jour sur... Je peux vous donner un coup de main. C'est un petit clin d'œil que je vous fais en passant. Et moi, je voulais juste vous dire merci et bravo. C'était super. Merci à vous. Le thème du débat étant l'entrepreneuriat de demain, nous allons vous proposer le plan suivant. Donc en première partie, nous allons parler d'un écosystème entrepreneurial résilient face aux crises. Ensuite, nous évoquerons la quête d'un nouveau visage pour l'entrepreneuriat. Et enfin, en dernière partie, nous parlerons des défis de l'entrepreneuriat de demain entre internationalisation, digitalisation et réorganisation. Nous allons donc pouvoir commencer par la première partie, un écosystème résilient face aux crises. La France est en super forme entrepreneuriale. Elle est dans une dynamique qui est passée du simple au double en 10 ans. En 2017, le président Emmanuel Macron a annoncé vouloir faire de l'Hexagone un pays de licornes, le pays des géants de demain. Et à ce jour, avec l'intégration de Penny Lane, le 8 février dernier, la France a 29 licornes et M. Emmanuel Macron table sur 100 licornes d'ici 2030. Ainsi, la question est la suivante. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette dynamique entrepreneuriale de la France aujourd'hui ? Vous pouvez... Je crois qu'il y a, à mon sens, il y a un facteur qui est structurel, qui est l'évolution du monde qu'on a connu. En gros, le 19e siècle, c'était le siècle des empires. Le 20e, c'était les États-nations. Et en fait, le 21e, c'est celui des entreprises parce que tout l'ensemble du système, aujourd'hui, les espoirs de toute la génération que vous représentez reposent sur l'entreprise pour répondre aux défis du monde de demain. Et donc, ça explique aussi que cette quête de sens a poussé toute une génération dont nous, on est plutôt vieux et au tout début de l'histoire, mais une génération qui aujourd'hui entreprend. Je pense que c'est en partie pour ça, c'est en partie pour répondre à ce besoin de sens. Et donc, c'est un des facteurs. C'est pas le seul, mais il y en a plusieurs. Vous pouvez y aller. Allez-y. Alors, moi, j'aurais une analyse complémentaire qui est qu'on revient un peu à ce que l'être humain a finalement toujours connu, être le propriétaire de sa force de travail. Avant l'ère industrielle, la paysannerie faisait que l'on travaillait au champ. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé, on ne travaille plus au champ, on va au champ, c'est un peu différent pour se nourrir. Et donc, à partir de là, je crois qu'après 2 siècles et quelques de salariat, de quelque chose de fort industriel, les gens veulent revenir avec du sens. Et aujourd'hui, je pense que l'entrepreneuriat, il a cette possibilité de redevenir la propriétaire de sa force de travail. Et les sociétés évoluant, on voit apparaître notamment tout un tas de possibilités. La technologie, mais aussi le monde du service, je pense qu'on évolue vers un monde de spiritualité où on va être facteur de bien-être pour un tiers et on va se faire rémunérer pour ça. Et moi, je compléterais en effet, je suis complètement d'accord sur la quête de sens. Et voilà, il y a aussi un besoin énorme de liberté, de pouvoir concilier sa vie pro, sa vie perso, de s'auto-administrer, qui fait de l'entrepreneuriat une voie assez royale pour ça. Et c'est vrai que c'est une tendance de fond aujourd'hui des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Ouais, pour compléter, je crois que les chiffres sont assez éloquents. Dans le monde, je crois que c'est en 92, on avait à peu près 10% de la population mondiale qui avait un statut de freelance ou équivalent. On est passé à 40% aujourd'hui et ça sera 70%, pardon, j'allais dire en Suisse, 70%. 70% en 2030, parce qu'aussi on a un autre phénomène qui est le phénomène du papy boom.
enfin du baby boom qui devient le papy boom, et donc qui fait qu'il y a énormément aussi de place pour ça, parce que le marché aussi tel qu'il est fait, le marché est différent. Et puis à ça se rajoute la baisse, et c'est ce que tu disais, la baisse finalement du coût de démarrage, parce que la technologie permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, et donc le coût initial, et qui à mon avis va encore être accéléré avec l'arrivée de l'AI, le no-code, etc. Et donc qui permet de démarrer plus facilement des business. Maintenant, il y a souvent un truc que je répète et que je dis, je pense que beaucoup de gens confondent l'esprit entrepreneurial, qui est celui de faire des projets, de conduire des aventures, d'être avec des équipes, etc., avec le fait d'être entrepreneur. C'est un métier, il n'est pas facile, il est plus dur que ce qu'on dit. Je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'est Charlie Perrault qui a mis un article dans Les Échos, qui est que 49% des fondateurs ouais, c'est ça, pensent à quitter. Parce que voilà. Donc la résilience, je pense qu'on la verra beaucoup plus une fois qu'on aura passé cette partie-là. Parce qu'aujourd'hui, quand la moitié des dirigeants se posent la question d'arrêter, on peut aussi quand même se poser la question si c'est vraiment si résilient que ça. Ouais, c'est une vraie question. Moi, je vais faire toute la soirée le mec contrariant parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Et voilà quoi. Ils ont eu l'élégance de ne pas citer ma date de naissance, mais je suis né en 73 comme tout le monde, à peu près quoi. Ouais. Donc j'ai eu la chance de vivre plusieurs vagues quand je suis sorti de l'école. C'était pas l'ESSEC, mais à l'ESSEC ça faisait à peu près pareil. Tout le monde voulait bosser chez Procter ou chez gens comme ça en marketing, ou alors dans la finance. Puis après il y a eu une deuxième. Donc ça c'était vraiment la puissance américaine à fond. Puis après il y a eu une vague qui était complètement déprimante 15 ans plus tard. Dans les sondages sur les élèves en première terminale, tout le monde voulait être fonctionnaire. 65%. Attention, avec tout le respect dû aux fonctionnaires. Mais quand 65% d'une génération veut être fonctionnaire, tu feras gaffe. Ça dit du manque de confiance et donc du besoin de la protection de l'emploi. Et quand effectivement tout le monde veut être entrepreneur, ce qui est le cas aujourd'hui, ça dit d'une confiance dans le futur. Alors cette confiance dans le futur, c'est sans doute un truc un peu aveugle. Si vous regardez vraiment le futur, je ne sais pas s'il y a vraiment de quoi être confiant, mais en tout cas, ça dit d'une envie de relever des défis, ça dit d'une croyance dans le fait d'avoir effectivement l'énergie, la technologie, les outils, les conditions. Et en France, on a effectivement des très bonnes conditions pour entreprendre. Ce n'est pas très facile de devenir très gros, mais c'est très facile d'entreprendre. Mais entreprendre, c'est... Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est tout ce qu'on vient de dire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est 4% du chemin, quoi. Voilà. Après, il faut faire les 96% qui restent pour faire une entreprise. C'est moins facile. Merci beaucoup. Vous dites à juste titre qu'on a des très bonnes conditions en France, mais avec le retour de l'inflation, les taux d'intérêt ont augmenté, mettant fin à l'ère de l'argent gratuit. Il est donc plus difficile aujourd'hui pour les startups de lever des fonds. Et donc, selon le baromètre EY, le montant total des levées de fonds a diminué de 38% en 2023 par rapport à 2022. Et donc, cette nouvelle conjoncture contraint les startups à revoir leur organisation. Et donc, dans certains cas, cela contraint même à couper l'effectif, comme l'a fait Back Market ou encore Payfit. Donc, Monsieur Chiche, ces difficultés sont-elles seulement passagères ou doit-on parler d'une réelle crise de financement ? Est-ce ainsi la fin d'une bulle de valorisation des startups ? Tout ça en même temps. Bien sûr, il y a des bulles de valorisation. Bien sûr, on a vécu une bulle. Et bien sûr, quand il y a une bulle, il faut lever de l'argent. Okay. Les dirigeants d'entreprise sont payés par leur conseil d'administration pour saisir des opportunités de marché, des opportunités de technologie, des opportunités de financement aussi. Et donc, la question n'est pas de savoir est-ce qu'on a levé trop d'argent, on ne lève jamais trop d'argent. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Et si effectivement on l'a utilisé de manière dispendieuse et peu pertinente, bah, c'est dommage, mais c'est un apprentissage. Mais je trouve qu'en France, on a quand même eu assez peu de défaillances d'entreprises, surtout dans la tech, étonnamment. Aussi parce que les entreprises françaises sont nées dans un environnement, la tech, dans ces 15 dernières années, sont nées dans un environnement où il y avait moins de financement, ou alors c'est arrivé plus tard. Et donc beaucoup, pas toutes, mais beaucoup,
ont dû se construire, et nous, on a un bon exemple de ça, de manière frugale. Et ces premières années frugales, c'est un ADN. Et Thomas et Benjamin, que je vois assis là, pourront vous dire à quel point c'est frugal, quoi. On a aujourd'hui un peu plus de 7 millions de clients, et on est 200 personnes pour le faire, pour gérer. Et on n'externalise pas la tech, on n'externalise pas grand-chose, en vérité. Donc oui, c'est difficile. Et oui, c'est dans ces moments-là que la sélection se fait. Et la sélection, c'est un phénomène assez naturel. Et Monsieur Bourran, cette crise que nous connaissons depuis plus de 18 mois, a-t-elle affecté votre entreprise? Et si oui, comment l'avez-vous gérée en interne? Alors, pour nous, c'est un modèle assez particulier parce que Mantoux, c'est une des rares entreprises qui est complètement bootstrappée et qui va bientôt faire 1 milliard. Donc c'est assez particulier. Et en même temps, je suis investisseur dans les startups. Et en fait, ce que tu dis est assez juste, enfin même très juste d'ailleurs, c'est qu'en fait, le problème, c'est que l'abondance, c'est pas toujours un cadeau. Et qu'en fait, quand on apprend à gérer avec peu, on est plus créatif, on fait attention. Nous, on avait vécu quelque chose d'assez pas simple dans les années 2019-2020. C'est en fait cette abondance-là a conduit des startups à faire vraiment n'importe quoi, à recruter des gens à des niveaux de rémunération qui sont anormaux et pas durables, à dépenser de l'argent n'importe comment. Et ça, malheureusement, sur le long terme, c'est pas sustainable comme modèle. Une entreprise, il ne faut quand même pas oublier qu'à la fin, pour être en charge de sa mission, il faut qu'elle soit rentable d'une façon ou d'une autre un jour. Donc nous, on l'a toujours été. Donc nous, on continue à recruter. D'ailleurs, je vous invite à envoyer votre CV sur essec@mantoux.com ou à mon family office. Avec grand plaisir, on recrutera 4000 personnes cette année probablement. Et donc, on continue. Mais par contre, on a fait très attention à ne pas faire n'importe quoi à une certaine époque. Et globalement, je trouve que l'abondance est vraiment dangereuse. Je peux vous prendre une illustration. Dans quelques entreprises, là, on a le cas de figure de conseil d'administration avec des fonds qui ont incité les entrepreneurs à faire des choses qui ne sont pas dans l'intérêt de l'entreprise, mais dans l'intérêt du fonds, ou de la personne qui dirige le fonds, ce qui est encore pire, ou de la personne qui est salariée, qui s'occupe du fonds, ce qui est encore pire. Des sujets d'ego, en vérité. Exactement. Et j'ai vu, je vous dis, moi, des endroits dans lesquels il y a un conseil d'administration, le légal avec les investisseurs et les fonds, et puis il y a le vrai conseil d'administration à côté, qui opère une stratégie qui parfois est radicalement opposée à celle qui est demandée. Et ça, depuis 1 an et demi, on a certains endroits, les gens disent « c'est bien comme stratégie ». Oui, bah, en fait, c'est celle qui était faite et qui était d'être un peu plus raisonnable, parce qu'on oublie souvent quand même que l'intérêt suprême de l'entreprise, c'est bien sa durabilité, sa soutenabilité. Donc voilà. Donc, comme toutes les entreprises, évidemment, l'économie a un impact sur nous, mais fondamentalement, le fait d'être raisonnable et de voir sur du très long terme, ce qu'on peut faire quand on est bootstrappé, permet des choses un peu différentes. Mais moi, j'invite tous ceux qui lèvent, y compris, et tu as raison, des montants, et il faut profiter quand c'est possible, à le dépenser avec parcimonie, comme si on n'en avait pas. Merci. Sur cette même thématique des crises, si l'écosystème entrepreneurial a donc connu, on l'a compris, une année très difficile en 2023, il n'a pas non plus été épargné par la crise du Covid dès 2019. Et donc le modèle de Néonès, ou encore celui des restaurants dans le noir, qui se base justement sur l'accueil de dizaines de personnes, dizaines voire centaines de personnes, a été mis à l'épreuve. Mais l'expérience de Lydia, elle, était très différente, puisque la crise a considérablement accentué cette transition vers le cashless. Et donc Lydia a pu surfer sur la vague de l'open banking et donc réellement profiter pour se diversifier. Monsieur Roche, quelles leçons peuvent être tirées de cette crise et votre entreprise est-elle pensée différemment depuis le Covid aujourd'hui? Alors moi, j'ai plusieurs sociétés. Vous avez cité celle du groupe dans le Noir, mais j'en ai d'autres. J'en ai notamment une dans l'événementiel. Et celle-ci, elle a perdu 95% de son chiffre d'affaires dès lors que M. Macron a ouvert la bouche pour dire on ferme. Voilà, donc ça a été très compliqué. Ça nous a appris à prendre des décisions rapidement sur un coin de table, parce que le B2C, moi je suis pas mal dans le B2C, il avait des règlements qui tombaient tous les jours. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que ça m'a appris à relativiser plein de choses. Contrairement à les personnes qui sont passées juste avant, bon, je ne suis pas dans le monde de la start-up, donc je ne sais pas lever des dizaines de millions d'euros.
Mais par contre, ce que je constate, c'est que dans le secteur où je travaille beaucoup, dans le champ de l'économie sociale et solidaire, il y a de l'argent qui ne trouve pas preneur, alors parce qu'il veut donner à des structures qui peuvent fonctionner, qui ont des vrais business models, mais il y a de l'argent. Donc s'il y a des gens dans la salle qui sont aspirés par cette nouvelle forme d'économie, il y a des moyens qui sont donnés, et on peut même, auprès de certains organismes, emprunter sans mettre de garantie de quelque nature qu'elle soit, estimant que vous êtes dans une démarche pour aider la société à se développer dans d'autres champs que le pur champ capitaliste. Donc à partir de là, moi j'ai des boîtes qui sont dans le capitalisme aussi, et il est vrai qu'on voit pour ces boîtes-là qu'il y a une certaine forme de tension. Alors maintenant, ce que ça m'a appris sur le management, les jeunes ont changé de manière de fonctionner. Je pense que ça a accéléré cette notion de ce que tu disais tout à l'heure, de je veux travailler, mais c'est aussi je veux dans mon travail faire ce que je veux, et puis je veux surtout faire ce que je veux à côté. Et donc c'est une nouvelle forme pour moi en tout cas de collaborateur avec laquelle j'apprends à travailler. C'est cette grande leçon de la Covid, c'est ça, et puis inévitablement le télétravail. Alors ce qui est horrible pour moi parce que certes, je suis pas regardant quand je viens dans un bureau, mais j'aime le contact des gens. Et le Zoom qui s'est développé à tour de bras maintenant, voilà, c'était très frustrant. J'ai vécu, moi, pendant longtemps, le fait de travailler juste avec des voix à distance. Aujourd'hui, on commence à se retrouver, mais quand même, la manie du Zoom à distance et du Meet et tout ça, c'est un vrai problème. Donc c'est une nouvelle façon pour moi de travailler dans les boîtes qui sont dans le champ du B2B, puisque évidemment, quand on est dans le B2C, on est plutôt au contact de la clientèle. Madame Tessier, vous avez un peu peut-être eu la même expérience avec votre entreprise. Est-ce que vous voulez nous partager votre expérience ? Oui, alors clairement le Covid a été un drame pour Néonès épisode, parce que vraiment, on a été fermé plus tôt que les bars quand même. C'était plus dangereux d'aller dans une salle de sport que dans un bar. Il y avait les boîtes de nuit d'abord, ensuite les salles de sport. Donc ça a été hyper dur, et surtout ce qui était incroyable, c'est que par exemple pour le deuxième confinement, on l'a appris à la télé le soir, que le lendemain on était fermé. C'est-à-dire qu'il y avait un côté pour s'organiser, c'était extrêmement compliqué. Après, on a appris à négocier, à gérer hyper bien tous les baux, tous les financements, etc. Ça nous a rendu assez forts là-dessus. Après, moi, à titre personnel, ça a été une période que j'ai trouvée absolument géniale dans mon cadre pro, parce que du jour où on a fermé, en fait, on a ressorti des cartons, un projet qui nous avait toujours tenu à cœur, qui était de faire, peut-être certains connaissent Peloton aux États-Unis, de faire des cours en live, en visio, mais d'hyper bonne qualité. Et donc, en fait, on s'est mis en mode projet, petit groupe, parce qu'on n'est pas une aussi grosse boîte que mes voisins à côté, mais au siège, on était une centaine. Là, on s'est mis à 7-8, et on a retrouvé le goût du début de recréer from scratch hyper vite une boîte avec les moyens du bord. Et on a sorti Néonès Live. Et ça a été pour moi une période vraiment passionnante. Donc, même dans les moments de crise, on peut toujours trouver des moyens de se développer, de rebondir. Et voilà, c'était la grande leçon du Covid. Oui, parce que nous, on avait 44 personnes à Wuhan, donc on a été confinés 2 mois avant tout le monde. Donc on a bien vu ce que c'était et on a bien vu arriver le sujet. Sur les crises, il y a un point qu'on a vécu probablement nous tous en tant que dirigeants, c'est qu'on en est à notre 3e, 2001, 2008 et le Covid. Et en fait, ce qu'on apprend, et c'est ce qui va servir à l'écosystème aujourd'hui, en fait, quand on en a fait déjà des crises, on apprend qu'il faut aller super vite dans la réaction, et 2, il faut tirer tout le cash possible et avoir tout le cash possible à dispo. Et ça, c'est quelque chose que l'expérience apprend. Si on peut vous la partager pour ceux qui seront entrepreneurs ou dirigeront des entreprises, en fait, faites gaffe au cash. 1, le cash. 2, il faut aller. En fait, l'image que nous on donne souvent, c'est pour ceux qui font du ski, c'est le sac ABS. Vous savez, c'est le sac qu'on tire, qui se gonfle pour éviter une avalanche. Et en fait, une partie des gens ne tirent pas le sac quand il y a une avalanche parce qu'ils ont peur d'être ridicules. Et en fait, c'est pas grave. Il vaut mieux tirer et ne pas être pris dans l'avalanche. Et voilà. Et donc, il faut réagir vite. Et donc, en cas de crise, vite, vite, vite. Et ça, c'est ce qu'on apprend quand on a eu plusieurs. En tant que dirigeant, on sait que c'est important. Et le cash. Merci. Madame Tessier, Monsieur Roche, Monsieur Chiche, Monsieur Bourran, chacune de vos entreprises a opté pour un mode de financement différent. Du côté de Lydia, les investisseurs se comptent en dizaines et les montants des fonds levés en centaines de millions. À l'opposé,
Mantoux a adopté un modèle original de croissance bootstrappée, sans l'appui d'investisseurs donc. Ce modèle de financement relève-t-il d'un choix ou s'est-il réellement imposé à vous face à un manque d'alternatives? Et auriez-vous choisi ce même financement aujourd'hui dans la situation actuelle? Alors, c'est un choix massif à tel point qu'on a 5 valeurs, enfin on a 4 valeurs et une socle, et la valeur socle, c'est l'indépendance. Donc je peux difficilement être plus clair sur le fait que c'était un choix. J'ai travaillé dans les entreprises qui étaient cotées, et en fait, il y a une vertu à être coté, c'est que ça impose une hygiène de vie et une rigueur. C'est un énorme inconvénient, c'est que ça conduit les boîtes à être pilotées au quarter. Et j'en ai souffert, et donc je me suis dit, on va monter une entreprise qui sera maître de son destin, et donc qui restera indépendante. Voilà. Donc on n'a effectivement jamais levé 1 euro, et on continue aujourd'hui. Donc oui, non seulement je le referai, mais c'est inscrit dans les valeurs et sur le fronton de l'entreprise, quoi. Voilà. Nous, pareil. Idem. Non, mais en fait, la réalité, c'est que ça dépend du type d'entreprise qu'on fabrique. Si vous faites une entreprise qui va faire des fusées, clairement, ça va coûter cher avant de rapporter, quoi. C'est comme ça. Et donc, si vous allez faire une entreprise qui va faire des systèmes de paiement ou demain une banque, bah, c'est pareil, ça va coûter cher avant de rapporter. La question, c'est est-ce qu'on est capable de le faire de manière frugale et donc avec un coût dont on est à peu près sûr qu'il va être à un moment amorti et qui va ensuite projeter des bénéfices significatifs. Et est-ce qu'il y a des gens qui croient non pas dans l'idée? Pour ceux qui veulent être entrepreneurs, je voudrais vous dire quelque chose qui est vraiment très désagréable à entendre. L'idée n'a aucune valeur. Ça ne vaut rien. D'accord? Zéro. Pourquoi? Bah, l'idée que vous avez, vous, là, quand vous vous levez le matin et que vous pensez que vous avez été frappé par la grâce, il y a eu 257 000 personnes qui l'ont eu avant vous, et demain, encore 257 000 qui vont l'avoir. Ça vaut zéro. Il n'y a qu'une seule chose qui vaut, c'est l'exécution. Et donc l'exécution, la réalité, c'est que c'est tous les jours, et c'est ça que les investisseurs, et nous on a la chance d'avoir des investisseurs prestigieux du monde entier, mais aussi des gens qui ont investi leur argent dès les premiers jours, des business angels. Mais on a aussi des gens comme Tencent, donc le géant chinois qui fait WeChat, des gens comme Accel, qui est un des plus prestigieux fonds de la Silicon Valley. Eh bien, tous ces gens ont la chance d'avoir sur leur bureau tous les dossiers d'investissement de toutes les entreprises tech du monde. Et donc, quand ils investissent chez vous, c'est aussi une reconnaissance, non pas de votre bonne idée, mais de votre capacité à exécuter et de manière répétée à atteindre des objectifs que vous avez fixés. Et nous, effectivement, on a démarré sans argent, puis après, on a fait des levées petit à petit, et ça a été quand même un élément qui nous a permis d'arriver aujourd'hui où on est. Et oui, en fait, on le referait parce que n'y a pas d'autre moyen de le faire. Merci. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie, donc la quête d'un nouveau visage pour l'entrepreneuriat. Hier discrètes et peu visibles, les startups à impact émergent aujourd'hui en France avec l'envie de répondre aux crises environnementales et sociales. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Elles étaient moins de 800 en 2022, alors qu'en 2023, elles ont été recensées à 1142. L'économie sociale et solidaire a donc le vent en poupe et représente désormais 14% de l'emploi privé. Monsieur Roche, pensez-vous que l'entrepreneuriat social prendra une place prépondérante dans l'écosystème entrepreneurial de demain? Oui. Oui, parce que les gens cherchent du sens et le fait de se tourner vers l'autre, c'est pour beaucoup de personnes quelque chose qu'ils recherchent. Je vous ai dit tout à l'heure que, de mon point de vue, on va devenir de plus en plus entrepreneur, propriétaire de sa force de travail. Et de mon point de vue, je pense qu'on va vers un monde qui est beaucoup plus spirituel. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin du reste, mais ça veut dire que les gens vont aller vers quelque chose de plus spirituel et de plus en lien avec la société, donc une spiritualité personnelle plus forte. Probablement quelque chose de plus individualiste, puisque être entrepreneur de sa force de travail, c'est être propriétaire, c'est plus individualiste, mais ça va être surtout être de l'individualisme au milieu des autres. Je pense qu'on bascule vers ça, donc oui, je crois fortement à l'économie sociale et solidaire. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'avais 2 fantasmes.
être riche et être en haut de l'affiche. Et puis, les anciens m'ont appris, quand j'étais jeune, mon père me disait, Didier, tu sais, on n'a jamais vu un corbillard suivi d'un coffre-fort. Généralement, il est vidé avant que tu ne sois en terre. Et puis, j'ai compris que l'argent, ce désir d'argent me mettait dans des positions, des manières d'agir qui n'étaient pas bons. Et puis, j'ai compris il y a très longtemps que finalement, être le plus riche du cimetière, ça ne servait à rien. Et donc, l'argent est un formidable serviteur, mais il était un mauvais maître. Et là, je ne fais que citer Dumas. Et derrière, j'ai compris aussi que les médias et ainsi de suite, c'était eux aussi un moyen, et qui devait être un moyen positionné au bon niveau. Donc, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont compris ça. Moi, je recrute des gens qui viennent de grandes sociétés et qui concèdent 30% de perte de rémunération pour aller dans l'économie sociale et solidaire. Voilà, parce qu'ils ont compris que à quoi bon être en capacité de s'acheter toutes les semaines des jolies robes, des jolis costumes, des belles cravates. Voilà, donc je rencontre de plus en plus de gens qui quittent même des grosses boîtes en tant qu'associés et qui tentent l'aventure et qui gagnent beaucoup moins. Moi, je connais quelqu'un qui a quitté une très grosse société en tant qu'associé et qui a monté le restaurant L'Ambassade d'Auvergne. Il m'a dit, écoute Didier, je gagne 4 à 5 fois moins qu'avant, mais je suis 4 à 5 fois plus heureux. Voilà, je pense que c'est ça que les gens vont chercher. Et l'économie sociale et solidaire est un moyen d'y parvenir. Merci. Dans le panorama entrepreneurial contemporain, la responsabilité sociale des entreprises, donc la RSE, se désigne comme un élément stratégique majeur. Elle représente vraiment un levier de performance et d'attractivité pour les talents. Et donc, parmi les startups françaises, 37% d'entre elles ont déclaré avoir réalisé un bilan carbone et 33% sont aujourd'hui labellisées comme entreprises à mission. Ainsi, Monsieur Chiche, quel impact les contraintes environnementales auront-elles dans les stratégies entrepreneuriales de demain ? Alors, si je connaissais la réponse à cette question, je pense que je ferais un autre business. Je serais dans la religion ou le PMU ou quelque chose comme ça, l'euro-million, je ne sais pas. Il y a une question qu'on ne peut pas éluder, c'est quelle est la responsabilité des entreprises et dans les transformations et dans les changements, notamment face au changement climatique, mais pas que. Parce que la responsabilité sociale et environnementale, c'est aussi social. C'est pas simplement environnemental. Et donc, comme toujours, il est indispensable d'être à l'écoute, en résonance, mais aussi de prendre des initiatives pour être un peu en avance, pour guider, pour montrer le chemin. C'est très difficile, mais la réalité, c'est que c'est rarement les entreprises qui le font. Les entreprises, ça n'existe pas. C'est un numéro au tribunal de commerce, au greffe du tribunal de commerce. Ça n'existe pas. Donc quand on dit l'entreprise est responsable de ci, l'entreprise est responsable de là, l'entreprise est responsable de rien du tout, ceux qui sont responsables, c'est des êtres humains, c'est des personnes. Et donc oui, les entreprises et leurs dirigeants doivent prendre tout un tas d'initiatives. Et on fait partie de ces entreprises qui ont fait leur bilan carbone, mais bon, voilà quoi. C'est quoi un bilan carbone? Vous savez combien vous cramez de carbone? Bon, génial, quoi. Oui. Ouais, qu'est-ce que vous faites avec? Et encore, si tu ne fais pas le scope 3, ça sert à rien. Exactement. Donc, OK. Donc, on peut faire tout un tas de choses, comme par exemple, vous savez, dans la tech, on a la chance d'avoir des bureaux dans les centres-villes, dans le Sentier, dans des quartiers hyper sympas. Et vous aurez peut-être remarqué que c'est des quartiers où, par exemple, des gens en fauteuil peuvent accéder à rien. Donc on est hyper branché sur l'égalité, machin, sur l'indice de ci, sur ça, mais en revanche, les personnes à mobilité réduite, elles ne peuvent pas travailler dans la tech en France, quoi. Ah, bon, ben, c'est embêtant. Donc dans les choses qu'on a fait, par exemple, on s'est assuré que dans nos nouveaux bureaux, on a pris des bureaux qui sont 100% accessibles, qui sont de qualité environnementale, qui sont un tas de choses, mais aussi qu'au quotidien, chaque jour, des collaborateurs, autant que les dirigeants, proposent des initiatives qui permettent d'améliorer, de réduire l'impact qu'on a et d'améliorer la manière dont on traite les sujets sociaux chez Lydia. Et franchement, là aussi, je pense qu'on a fait 4% du chemin. Et j'espère que chaque jour, et c'est pas seulement moi ou Antoine, mais chacune des personnes qui travaillent chez Lydia aura une bonne idée
quelle qu'elle soit, pour que collectivement on soit meilleur sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Monsieur Roche, en matière d'accompagnement, il est important de se faire aider lors de la mise en place d'un projet entrepreneurial. Vous avez donc fondé l'UPTIH pour aider les entrepreneurs en situation de handicap. Que propose concrètement cette association aux personnes qui souhaitent entreprendre? Et est-ce que vous pensez que les entrepreneurs vont être de plus en plus accompagnés dans le futur? Alors l'association a changé de nom, elle s'appelle H'-UP Entrepreneur. Je n'en suis plus le président, j'ai pris une start-up dans le champ de l'inclusion sociale des entrepreneurs en situation de handicap, donc qui vient compléter dans le champ du service en fait ce que fait l'association. En fait, on va aider les personnes d'abord à sortir de l'isolement, ensuite leur expliquer que c'est possible d'entreprendre même quand on est handicapé, parce que c'est pas une chose évidente. Moi, j'ai eu à confronter les banques, j'ai eu à confronter les assurances. On a encore parfois quelques bagarres à mener, parce qu'un handicapé, c'est avant toute chose un citoyen entièrement à part que d'être un citoyen à part entière. Et c'est encore le cas dans pas mal d'endroits. Ensuite, on va aider à infléchir la loi. Donc j'ai fait du lobbying dans la fameuse loi dite Macron pour que le travailleur indépendant handicapé ait une reconnaissance et donc qu'il lui ouvre quelques avantages. Et ensuite, il y a tout un chemin qui a été fait. Moi, quand j'ai créé ma première boîte au siècle passé, en 95, j'ai subi des humiliations. Je pourrais en parler. Et j'ai fait une promesse à un type qui me soumettait parce qu'il avait la possibilité de m'assurer. C'était le seul qui acceptait de le faire, avec 30% de plus et beaucoup de choses en moins au niveau de la garantie. Et je lui ai dit, écoutez, profitez-en, aujourd'hui je suis seul, un jour je serai nombreux. Voilà. Donc j'étais très très prétentieux à l'époque. Et en 2016, j'ai découvert qu'on était 35 000 entrepreneurs en situation de handicap. Je me suis dit, putain, on est 35 000 à avoir avalé, pas des baobabs, enfin pas des couleuvres, pardon, mais des véritables baobabs, avec toute l'humiliation que cela avait. Et vraiment, fallait avoir envie à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai fondé cette association. Aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts et on est reconnu, on est davantage accepté, on croit davantage en nous. Bon, il y a tout un chemin que la société, vous avez raison de le dire, c'est une entreprise, c'est rien. Une société, c'est rien, ce sont des gens qui la composent. Et donc, il y a tout un travail à faire. Moi, il m'arrive encore d'aller en réunion avec des collaborateurs, et puis j'arrive, et puis il veut un café, il veut du sucre avec son café. Et puis, moi, mon collaborateur, une fois, a dit, vous savez, il entend. Vous pouvez lui s'adresser à vous. Et je dis, même, il parle. Voilà. Donc, il y a de la gêne face à ça. C'est traité par l'humour. Donc, oui, il va y avoir des services... moi, quand j'ai fondé l'association, j'ai dit je la fonde avec un objectif. C'est qu'un jour, elle ferme. C'est qu'alors, on aura réussi notre mission. Voilà. Bon, elle n'est pas prête de fermer pour le moment, mais j'y crois. Les choses changent. Et vous allez le faire changer. Le monde vous appartient. Nous, on a la cinquantaine, vous l'avez compris. C'est à vous de prendre les choses en main. Je pense que vous avez le cœur pour ça. Merci. Vous ne seriez pas là sinon. Madame Tessier, vous êtes membre de 50 Partners Impact, un accélérateur de start-up aux projets sociaux et environnementaux innovants. Comment accompagnez-vous ces start-up et ce mécanisme d'accompagnement a-t-il une vocation durable? Alors, le principe de 50 Partners Impact, c'est donc on est 50 partenaires, quasiment tous, je pense, des entrepreneurs. Et en fait, on prend une petite partie du capital, 7% exactement, et on accompagne les entreprises qui ont été sélectionnées. Donc, on reçoit, je dirais, donc sur l'impact, environ 2-3 000 dossiers par an, et on en accompagne une dizaine, donc c'est compliqué. De pouvoir émerger. Il y a énormément de projets. Moi, il y a quelque chose qui me frappe et à laquelle il faut faire vraiment très attention, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de bonne volonté pour créer des projets à impact, etc. Et ça, c'est génial. Le seul point, c'est qu'on en oublie un peu le business model et la... donc oui, voilà. Et il faut vraiment... c'est
essentiel que porter un projet à impact doit encore plus être solide quasiment économiquement et tenir la route pour pouvoir évoluer, parce que sinon, c'est plein de bonne volonté, mais voilà, encore une fois, c'est l'exécution et derrière, il ne se passe rien. Donc, on fait énormément de tri sur les projets là-dessus et on ne retient que les projets qui ont vraiment une vocation à se développer sainement à l'avenir et à grandir avec des métriques économiques qui tiennent la route. Donc, voilà, mais c'est vrai que c'est hyper satisfaisant de pouvoir accompagner ces boîtes. Il y a une ferveur chez les fondateurs, les créateurs qui est absolument géniale. Et donc, on va les aider après sur tous les sujets. Je veux dire, dans les 50 partenaires, on a tous des expériences multiples et variées. On peut vraiment apporter notre soutien sur plein de sujets, notre réseau. C'est vraiment... et ça apporte un écosystème assez génial pour développer sa boîte. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, parce qu'en fait, on est 2 à être dans 50 Partners, puisque j'y suis aussi. Impact aussi. Ouais. Et je vais donner juste un éclairage sur la partie B2B, parce que je dois être le seul à être dans le B2B de nos 4. Il y a quelques années, je me souviens de banquiers qui nous disaient ces trucs RSE, là, ça sert à rien, on s'en fout. Nous, on a mis en place un crédit syndiqué, donc c'est quand on regroupe plusieurs banques pour faire un crédit et un pool. Il y a, je ne sais plus, la première fois 4 ans, et on était un des premiers en Europe à avoir un crédit syndiqué indexé sur des critères ESG. Donc le bilan carbone, SBTI, etc. Ce que je peux dire, et ce qui est assez frappant, on a un exemple, un cas de figure. On a répondu à un appel d'offres il n'y a pas très longtemps, dans lequel il y avait une dizaine d'entreprises qui pitchaient. Et en fait, on est les seuls à pouvoir être retenus parce qu'on est compliant avec le SBTI, donc les Science Based Target Initiative. Ici. Et en fait, ça veut dire que dans les entreprises, on commence à avoir, ça infuse quelque chose qui devient assez naturel dans les processus de sélection. Et ça, en B2B, c'est quelque chose d'assez nouveau, et ça va conduire les dirigeants à intégrer, indépendamment de toute conviction, souhait, etc., je ne parle même pas de ça, à l'intégrer parce que, exactement comme un dirigeant doit intégrer les bits, le cash, en fait, ces critères extra-financiers que l'on va retrouver avec les projets de CSRD, double matérialité, etc., font partie des prérequis de ce que doit faire un dirigeant aujourd'hui dans une entreprise. Voilà. Merci beaucoup. On en a beaucoup parlé au début de la table ronde, mais aujourd'hui, les jeunes sont au cœur de cette dynamique entrepreneuriale. Selon une étude de l'IEF Spécial Jeunes de 2021, ils sont près de 86% à penser créer ou reprendre une entreprise. Et donc ceci reflète une plus forte acculturation à l'entrepreneuriat, ainsi qu'un accès plus aisé au domaine de l'entrepreneuriat. Et donc face à cet engouement, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a créé en 2014 le statut d'étudiant entrepreneur. Donc Monsieur Brouran, cet engouement nouveau est-il la traduction d'un refus des structures traditionnelles par la nouvelle génération qui aspire à un équilibre nouveau ? Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, comme l'entreprise aujourd'hui, c'est à peu près la seule chose sur laquelle les générations qui arrivent comptent pour sauver le monde, la société, forcément, c'est la réponse. Et donc, c'est la réponse aussi au fait d'avoir du sens dans ce qu'on fait, de comprendre ce qu'on fait, etc. Après, je réitère ce que je dis, je pense qu'on confond souvent l'esprit d'entreprendre et de faire des projets avec être entrepreneur, qui sont deux choses différentes. Et autant j'invite et les gens à vraiment se poser la question, entrepreneur, c'est un métier, il est particulier, il est difficile, il est compliqué et il n'est pas fait pour tout le monde, alors que l'esprit d'entreprendre, c'est quelque chose que l'on peut exercer au sein d'une association, d'une entreprise, d'une organisation, etc. En revanche, il faut trouver celle qui donne le cadre qui permet de le faire. Et je pense qu'on a une partie de gens qui souhaitent être entrepreneurs qui seront déçus du voyage parce que ça ne répond pas à l'aspiration. En revanche, ça répond au fait de dire je veux quelque chose qui fasse changer le monde dans lequel je suis et des gens, et c'est chouette, moins dociles. Souvent on parle des jeunes, moi je suis très partisan de recruter des jeunes et je le fais beaucoup. On a 22% de notre top 100 qui a démarré chez nous en sortant d'école ou en stage ou en VIE, que j'ai fait moi dans ma carrière aussi. Et en fait je trouve ça génial. Et souvent on entend, donc moi ça fait maintenant 27 ans que je travaille, je suis vieux, avec des jeunes, et souvent on entend la nouvelle génération elle est comme ci, elle est comme ça. Au passage, c'est ce que Hérode disait en 700 avant Jésus-Christ de la génération d'après. Donc toutes les générations ont toujours dit la même chose. Moi je ne crois pas. C'était mieux avant.
Hein? Et c'était mieux avant aussi. Ouais, c'est ça. Faut le dire. Et comme ce que tu disais, je ne crois pas que la nouvelle génération, elle ne soit pas bosseuse, qu'elle soit motivée que par l'argent. C'est pas vrai. C'est juste que si la réponse, s'il y a un contexte, un cadre qui donne envie de s'éclater, de faire un chouette truc, de comprendre ce qu'on fait, etc. Et c'est pas toujours simple. Et je le sais parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. On est 11 500 personnes et je sais très bien dans mon entreprise qu'il y a des gens où on répondra pas, on n'y arrivera pas toujours. Mais au moins on essaye. Et je pense que quand on donne ce cadre-là à des gens qui sont jeunes, il n'y a aucune différence dans le niveau d'implication, de commitment, d'énergie, d'envie, etc. Et c'est à nous, dirigeants, de donner un cadre pour que vous puissiez avoir cette réponse, parce que vous êtes plus exigeants, ça c'est sûr, et c'est très bien. Alors c'est pas ce que j'ai dit, hein. J'ai pas dit qu'ils étaient tous... Ce que j'ai expliqué, c'est que la Covid, puisque je réponds à la Covid, hein, a fait venir des gens qui, de mon point de vue, ont vu un processus s'accélérer. C'était d'être... c'est clairement ce que tu dis, hein. C'est d'être en adéquation entre ce qu'ils veulent faire, et dans les métiers, ils ne veulent pas tout faire. Donc ils veulent choisir leur vie professionnelle, leurs actions, et ils veulent choisir leur vie personnelle aussi, et créer une adéquation. Et ça, moi, je trouve ça plutôt sain, hein, bosser 50 heures par semaine. Bon. Et il y a une notion, c'est l'entrepreneuriat, qui est clairement ce que tu disais, et ça se développe de plus en plus. Et pour pouvoir aller dans ton sens, c'est que moi, je dis, le métier d'entrepreneur, créer une entreprise, c'est comme de faire un enfant. Le plus dur, c'est pas de la faire, c'est de la faire vivre. Hein. Et élever un enfant, c'est compliqué. Faire grandir une entreprise, c'est compliqué. Donc l'entreprise, c'est comme l'enfant. Généralement, ça se fait dans le plaisir. Après, ça peut être douloureux. Merci. Nous allons donc clôturer cette deuxième partie du débat et passer à un moment un peu plus léger avec le traditionnel petit jeu des mardis. Le principe est très simple. Nous vous posons une question et vous devez répondre en choisissant parmi les 3 réponses que nous allons vous proposer. Donc la première est pour vous, Monsieur Brouran. En tant que fondateur de Aonia Ventures, fonds d'investissement VC, dans laquelle de ces 3 startups faudrait-il investir? Premier choix, Eclipse, startup fondée par Dimitri et Lucas Germain, ex-présidents d'Initiative. C'est une plateforme qui met en relation des sportifs et les entreprises. Deuxième choix, Lydia, petite start-up qui facilite les paiements entre les étudiants, assez prometteuse. Et troisième choix, Anecdote, projet entrepreneurial initié par des membres des Mardis et des SEC Initiatives qui répertorient les anecdotes de chacun dans une plateforme. En fait, je répondrai à la même chose que ce que je réponds tout le temps, qui est qu'en fait, moi, je ne sais pas faire grand-chose. La seule chose que je sais faire, c'est recruter des gens. Et donc, en fait, je poserai la question de contacter Bruno, qui s'occupe d'Aonia Venture et qui répondra parfaitement à la question. Merci. Merci. Un, 2 ou 3 quand même. Pas le moment de te défiler. Monsieur Chiche, la question est pour vous. Pour votre prochain dîner dans le noir... Monsieur Roche. Pour votre prochain dîner dans le noir, parmi les 3 invités ici présents, avec qui dîneriez-vous? Premièrement, Marie-Anne Tessier, occasion rêvée pour lui vendre les bienfaits de vos spas, grands absents de ces salles de sport néonès. Deuxième invité, Cyril Chiche, dîner 100% gratuit, il vous fera un Lydia à coup sûr à la sortie du restaurant. Ou Olivier Brouran, ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion de déjeuner avec le CEO d'une entreprise implantée aux 4 coins du monde. J'ai déjà fait 2 fois à Barcelone, à Genève, donc je ne suis pas un nouveau client, donc autant prendre un nouveau. Je prendrai le dernier parce que je n'ai pas d'intérêt avec lui. Donc je m'orienterai plus au moment où je vais échanger avec lui dans ce qu'il a à m'offrir plutôt de ce que j'ai à lui soutirer. Voilà. Merci. Madame Tessier, si vous deviez changer de carrière, quel métier vous ferait le plus rêver? Premier choix, responsable de l'incubateur de l'ESSEC au lieu de l'entrepreneuriat français, c'est vrai. Deuxième choix, présidente de l'UCPA, puisque jeune, travailler à l'UCPA était, je cite, votre rêve numéro 1. Troisième choix, coach sportif, parce qu'après toutes ces années de grandes salles de sport, vous décidez de sauter le pas et de venir sur le terrain. Alors, coach sportif? Non. Vraiment, ça, je n'ai aucun talent pour ce métier. J'ai embauché beaucoup de coachs et jamais je ne pourrais faire ce qu'ils font. C'est beaucoup trop épuisant. J'ai rêvé de d'être présidente de l'UCPA. C'est vrai, à une époque, quand j'y étais, j'avais vraiment envie enfin, un jour, je me disais, tiens, je pourrais être DG de l'UCPA, ce serait chouette.
Après, c'est une boîte qui est très politique, avec énormément c'est une assoce d'ailleurs, de parties prenantes. Et en fait, je pense que je ne serais pas très très bonne. En fait, moi, je suis plus pour, je sais mieux monter ma boîte, monter des projets, etc. Et alors, c'est gérer l'incubateur de l'ESSEC, c'est ça ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est là que j'aurai le plus de talent, clairement. C'est à la fois passionnant et aussi assez frustrant quand on est entrepreneur, finalement, de travailler dans les incubateurs, parce qu'on passe son temps à voir plein de boîtes, on a vécu tellement de choses, et on sait exactement, pas toujours, mais il y a plein de sujets où on se dit, tiens, mais là, on pourrait l'aider, on pourrait l'accompagner. C'est un peu ma vie de tous les jours de business angel. Et c'est aussi un peu frustrant parce qu'en fait, on n'est pas aux commandes, et donc c'est un petit peu compliqué. Mais bon, c'est quand même ça que je choisirais. Je pense c'est là où, en tout cas, je pourrais apporter la plus grande valeur ajoutée. Merci. Bon, Monsieur Chiche, c'est à vous maintenant. Vous allez avoir des questions un peu plus différentes. Vous, c'est 3 petites questions. Ça fait peur. Déjà, les 2 premières questions, j'ai été une réponse que personne n'a choisie. Là, maintenant, je vais avoir des questions un peu plus différentes. Bon, ok. Allez, on roule. La première, à qui avez-vous fait votre premier Lydia ? Antoine Porte. Très bien. Votre dernier Lydia ? À mon fils. C'était 8 fois aujourd'hui. Et à qui avez-vous fait votre Lydia le plus important ? Alors ça... j'en sais rien. Mais c'était probablement sur... moi aussi, je pense que c'était il n'y a pas très longtemps, sur une cagnotte de mariage. Je ne vous dirai pas le nom. Mais ce n'était pas le mien. Je peux poser une question. C'est quoi le plus gros Lydia qui soit jamais passé sur la plateforme ? Alors les Lydia, au sens des remboursements entre amis, sont max à 1000. Donc tu ne peux pas faire plus que 1000. Donc le maximum qui est passé, c'est 1000. En vérité, on a fait quelques-uns un peu plus gros que ça au début, quand le truc de max ne marchait pas. Mais ça a duré 4 jours. Très bien, merci beaucoup. Nous allons désormais pouvoir passer à la 3e partie de ce débat, qui va se concentrer sur les défis de l'entrepreneuriat de demain, entre donc internationalisation, digitalisation et réorganisation. L'expansion à l'international permet aux startups de se positionner sur des marchés plus importants, plus diversifiés, et donc cela peut représenter un levier de croissance pour les startups. Selon Olivier Brecht, ancien ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, la plupart des startups sont dans une logique d'internationalisation, et la preuve, 44% d'entre elles se seraient déjà lancées à l'international. Monsieur Chiche, est-ce que l'entrepreneuriat de demain sera forcément tourné vers l'international, ou est-ce qu'un entrepreneuriat proprement à la française est-il possible ? Alors, je ne crois pas que ce soit incompatible. On peut être entrepreneur à la française, à l'international. À la française, c'est un style, c'est pas une géographie. Mais est-ce qu'on peut créer une belle entreprise exclusivement en France ? La réponse est évidemment oui. Et on en a évidemment un certain nombre qui existent et qui sont des preuves vivantes de cette possibilité. Pour ce qui est de Lydia, aujourd'hui, notre activité est 100% française, mais notre ambition reste européenne. Mais comme quoi, on a encore beaucoup de chemin à faire, et les ambitions sont encore élevées. Merci. Monsieur Brouron, vous, votre entreprise Mantou est déjà présente dans plus d'une 60aine de pays. Est-ce que les stratégies à élaborer en France et à l'international sont différentes ? Alors, pendant des années, il n'y a pas un pays qu'on a ouvert où on ne nous a pas expliqué « ici c'est différent ». Et en vrai, c'est pas vrai. Évidemment, il y a des habitudes différentes. On ne prend pas une carte de visite de la même façon en Asie qu'en Europe. On ne la met surtout pas dans sa poche à l'arrière, c'est pas terrible. Ok, mais là on est dans des habitudes. Maintenant, si on revient sur la question de l'entrepreneuriat et de demain, moi je crois que le vrai enjeu de demain, c'est d'avoir 3 piliers sur lesquels on s'appuiera pour l'entrepreneur. Le premier, on en a parlé longuement, c'est la RSE, ou le troisième, ça revient au même. Et pour moi, c'est l'intelligence artificielle et le sens critique. C'est 2 piliers qu'il va falloir développer et qui doivent être maîtrisés de façon massive. Aujourd'hui, moi, ça me frappe, et je suis assez sidéré de voir des dirigeants d'entreprise. J'ai l'impression un peu de voir comme les adolescents qui parlent de sexe, où en fait tout le monde en parle, tout le monde a son avis, etc. Il n'y en a pas beaucoup qui ont vraiment essayé.
Et en fait, le dirigeant d'aujourd'hui, celui de demain, c'est celui qui sait ce que c'est, qui s'en sert tous les jours, au quotidien, qui sait exactement comment créer un chatbot, qui en a déjà fait, qui sait ce que c'est que Copilot Studio et Power Automate, qui sait au quotidien comment on peut faire, qui a déjà fait des transcripts en les comparant avec des bots, etc., 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 qui connaît les modèles, la différence entre un Mistral, un Claude, etc. Bref, ça pour moi c'est quelque chose qui est assez fondamental et qui sera très transformant et que vous devez tous en tant qu'entrepreneurs et dirigeants d'entreprise maîtriser. Et le pendant de celui-là, c'est le sens critique. Parce qu'en fait, on va arriver dans un monde dans lequel l'IA est tellement assertive, tellement forte dans ce qu'elle raconte, que si on ne développe pas le sens critique, on perdra cette capacité que l'humain a, qui est de faire la différence avec une intelligence artificielle qui reste un modèle probabiliste, qui n'est pas une intelligence aujourd'hui, d'être capable de concevoir et d'aller, et c'est ce qui souvent caractérise les entrepreneurs que l'on est, c'est le fait de dire « non mais ça c'est pas possible, ça, non on ne peut pas faire ça, ça c'est pas possible qu'on t'ait dit ça », et de challenger. Et donc je crois qu'on a vraiment un enjeu, et il est aussi éducatif par ailleurs, puisqu'on est à l'ESSEC ici pour les écoles, c'est comment on développe ce sens critique chez nos enfants, chez les générations qui arrivent. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'est les 3 piliers de l'entrepreneuriat de demain. Et l'international, et je suis bien placé pour en parler, parce que tu disais on a 60 pays, je ne crois pas que ce soit le critère numéro 1. Et pourtant, Dieu sait si on l'a fait, et j'adore ça. Voilà. Néanmoins, pour répondre à ta question, oui, globalement, on peut y arriver. Et pareil, dernier point, dans tous les pays, on nous explique souvent, si on va en Chine, il faut avoir du guanxi. C'est le réseau quand on ouvre en Chine. Si on va dans tel pays, voilà, il faut connaître, il faut avoir des gens expérimentés, locaux, qui connaissent le pays. Je pense qu'il y a au moins 25 pays qu'on a ouverts chez nous, avec des gens qui sortaient d'école, qui n'avaient jamais mis les pieds dans le pays, voire des fois qui ne parlaient même pas la langue. Le patron du Brésil chez moi, il a 28 ans, 29 ans, Geoffrey, et il parlait à peine portugais quand il est parti. Donc là encore, il y a beaucoup d'idées reçues. Les gens sont capables de faire des choses assez incroyables quand ils ont la motivation et l'intelligence. Voilà. Donc pour l'international, c'est pas évident, c'est compliqué, mais c'est quelque chose que l'on peut faire. Mais je réitère, ce n'est pas pour moi aujourd'hui l'enjeu numéro 1 du dirigeant de demain. Merci. Pour revenir sur ce thème de l'intelligence artificielle et la technologie dont vous parliez à l'instant, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est porteuse d'espoir pour l'écosystème entrepreneurial. 80% des startups françaises la considèrent comme une opportunité pour leur développement, selon une étude récente de la mission French Tech. Néanmoins, cette révolution suscite aussi de nombreuses préoccupations, notamment quant à la suppression d'emplois. Monsieur Roche, vous procédez une maîtrise en intelligence artificielle. Pour l'écosystème entrepreneurial, considérez-vous l'avènement de cette intelligence artificielle comme un levier de croissance ou plutôt comme une menace ? Alors moi j'ai fait de l'IA il y a très longtemps. Je me suis dit si un jour je manquais d'intelligence, peut-être que je saurais en programmer. Donc oui, l'IA est quelque chose d'important parce que moi je m'en sers au quotidien, pas autant que vous le présentiez tout à l'heure, mais ça me dépanne, enfin ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup dans la compensation de mon handicap parce que quand on prompte quelque chose d'à peu près cohérent, la réponse est plutôt pas mal. Alors certes, il faut avoir le sens critique, mais quand je naviguais avant sur tout un tas de pages Internet pour avoir une information, j'ai passé un temps colossal. Donc moi, ce que je vois en tant qu'entrepreneur en situation de handicap, c'est l'accessibilité rapide à l'information et le temps qu'elle me fait gagner. Parce que quand on ne voit pas, ou quand on a peut-être d'autres formes de handicap, mais je passe un temps de dingue à explorer une page Internet, parce qu'elles sont tout sauf accessibles. Il y a des liens dans tous les sens, des pubs, des trucs. Moi, je ne comprends rien, des boutons qui ne sont pas nommés. Là, l'IA, je pose ma question et elle me répond. Et ça, je dois reconnaître que pour moi, en tout cas en tant qu'handicapé, l'entrepreneuriat, dans le champ de handicap, je ne vais pas répondre dans le champ ordinaire, parce que tu as super bien répondu, et moi je suis à 100% d'accord avec ça, c'est la possibilité d'aller plus loin et d'être plus autonome, et d'être plus juste dans la réalisation de mon autonomie et de ma performance. Quand on est handicapé, notamment handicapé visuel, c'est le grand problème, c'est d'arriver à savoir aller chercher les ressources au bon moment pour pouvoir être autonome et efficace. Et parfois, parce qu'on ne veut pas faire peser son handicap sur son voisin et qu'on a peur d'être le lourdeau de la bande, eh bien, on cherche. Moi, j'ai des collaborateurs, des fois, qui rentrent dans mon bureau, qui me voient désespéré. Ils me disent, mais tu fais quoi ? Ça fait une demi-heure que je cherche un truc sur Internet. Je dis, mais putain, mais appelle-nous, quoi. Appelle-nous, mais j'ose pas.
j'ose pas parce que ça m'humilie. Voilà. Et donc à partir de là, l'IA, maintenant elle me répond et c'est quand même magique. Alors des fois, elle dit des conneries, c'est vrai. Mais c'est toujours mieux que d'avoir ce sentiment de déranger les gens. Donc pour le handicap et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment cette force-là. Et j'espère être un bon prompteur un jour et donner à mes pairs cette faculté de vivre l'IA comme cet outil d'accessibilité aussi. Voilà. Merci. À titre indicatif, on considère que l'écart de technologie entre le premier ordinateur, en 1949, et le premier iPhone, en 2007, est le même que celui de l'écart de technologie entre les deux versions de ChatGPT, qui sont pourtant pareilles à quelques mois de différence. Comment s'adapter et réussir à rester compétitif face à un contexte technologique qui évolue aussi vite? Et alors même que ce nouvel outil est utilisé par tous, sur quel élément de différenciation les entreprises peuvent alors se baser? Le point, c'est que ChatGPT ou les autres modèles, quels qu'ils soient, c'est vraiment, c'est comme si quand l'iPhone est sorti, on utilise le bouton rouge et vert en disant c'est révolutionnaire. On n'a juste pas vu que c'est les applications qui vont être révolutionnaires. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment fondamental. Prompter, c'est le b.a.-ba de ce qu'on peut faire avec. On peut faire des choses absolument incroyables sans pour autant, et c'est ça qui est complexe, souvent dans les entreprises, j'entends les dirigeants dire on a des gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle chez nous. Ça me fait le même effet que si quelqu'un disait non, c'est vrai qu'on a des gens qui utilisent le téléphone et qui caressent son pigeon voyageur pour aller envoyer un message à quelqu'un, ou qui donne une carte de visite avec un numéro de fax ou de téléx. Voilà. Et le problème, c'est c'est un problème humain, c'est pas un problème technologique. Effectivement, tu as des choses qui sortent tout le temps. Le problème, il est humain. C'est comment tu aides les équipes à voir qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec, comment tu peux te débarrasser des tâches qui sont à faible valeur ajoutée et de façon ultra simple. Je vais prendre un exemple absolument stupide que chacun peut faire chez soi. On prend tous les modes d'emploi de toute sa maison, on met ça dans un bot, et quand on a une machine qui tombe en panne, il suffit de lui dire comment je fais pour lancer ça. Comment si vous avez un enfant de 10 ans, vous demandez au bot de lui expliquer à 10 ans comment le micro-ondes y marche. Et en fait, c'est pas compliqué tout ça. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'une technologie complexe. Donc c'est vraiment une question d'usage, de compréhension. Et c'est le travail, et c'est là où c'est compliqué, c'est le travail de tous les gens de se dire comment je peux utiliser au quotidien. Alors, comment je vais faire un transcript d'une réunion? Comment, quand j'ai une réunion avec quelqu'un, je lui dis, voilà, prépare-moi l'ensemble des interactions que j'ai eues et les 4 points fondamentaux que je dois avoir avec la personne. C'est pas uniquement du prompt de ChatGPT en lui-même. C'est comment on configure un bot, comment on fait l'automatisation, etc., etc. Je suis passionné du sujet, donc je peux en parler des heures, mais j'arrête. Et nous approchons de la fin de notre table ronde sur l'entrepreneuriat de demain. À ce titre, M. Bourron, dans une interview donnée à Emmanuel Françoise le 14 février 2022, vous affirmez « Ce qui m'intéresse, c'est de mieux faire demain. Concrètement, comment faites-vous pour mieux faire demain ?» Ça, par contre, ça ne se fait pas très compliqué. Il suffit de recruter des gens qui sont meilleurs que soi. Ça s'arrête à peu près là. Le travail de tout dirigeant, c'est la capacité à aller recruter, intégrer des gens qui vont être meilleurs que soi et essayer de leur donner tout ce qu'on peut de façon à ce qu'eux grandissent beaucoup plus vite. Et il n'y a rien de plus kiffant, génial, que d'aller voir des gens grandir et se dire ça, on y a un peu contribué quand même, et ça c'est super chouette. Et à partir du moment où on arrive à faire ça, en fait on devient assez inutile, et c'est pour ça qu'on est utile. Merci. Enfin, pour clôturer notre débat, pour un entrepreneuriat de demain, nous sommes face à la nécessité d'avoir donc des entrepreneurs nouveaux et innovants. Et ici, à l'ESSEC, beaucoup de personnes aspirent à justement créer leur start-up ou créer leur entreprise. Donc, Madame Tessier, vous qui êtes passée par l'ESSEC, quels conseils pourriez-vous donner à nos étudiants? Pour créer son entreprise? Oui. Alors, déjà, je vais reprendre l'idée. D'ailleurs, tout à l'heure, dans la loge, comme vous dites, quelqu'un a dit « moi, j'aimerais bien créer ma boîte, mais j'ai pas l'idée ». Alors, l'idée, en effet, c'est vraiment pas le sujet. Des idées, vous pouvez monter une pizzeria, juste beaucoup mieux exécutée. En vrai, on peut vous en donner plein. Hein. Oui, il y en a partout. Enfin, il y a des cahiers entiers d'idées. Hein, ouais. Des idées, il y en a plein. Et même, c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, la qualité de l'exécution, elle est clé. Pour moi, en effet, le pilier pour bien entreprendre, c'est bien recruter. Et la première
personne ou les premières personnes à recruter, si on peut dire, c'est trouver un associé. Moi, je pense que monter une boîte seule, c'est très compliqué, surtout pour l'aspect, moi je dis toujours ascenseur émotionnel, parce que bon, après on arrive à prendre du recul, mais en effet c'est très compliqué, donc voilà mon associé. Et donc vraiment pouvoir dès le départ constituer une team fondatrice à 2, 3, qui, moi je dis toujours les éléments clés pour créer une team fondatrice, c'est d'être vraiment aligné sur la vision qu'on a de la boîte et de sa vie perso. C'est hyper important, et être hyper complémentaire sur les compétences pour éviter de se marcher dessus, voilà, mais vraiment être hyper complémentaire. Et donc ça, pour moi, c'est la première clé. Et après, quand vous avez une team ou des team partners avec qui vous pensez que vous pouvez monter une boîte, vous pouvez monter n'importe quoi. Enfin, vraiment, voilà, il y a 50 idées partout. Et donc là, profitez-en. Si vous avez envie de monter une boîte, vous avez 3 ans pour trouver des business partners, bosser ensemble, parce que ça c'est un truc aussi, j'ai fait l'erreur, mais de bosser avec une super amie de l'ESSEC, et on n'a pas réussi à bosser ensemble, on est restés très très potes, mais c'est pas, vous pouvez être très proches en amitié, c'est pas ça qui fait que vous arriverez à travailler ensemble. Donc dans les assos, bossez, faites des projets ensemble, voyez comment vous fonctionnez dans le milieu professionnel, et trouvez vos associés et lancez-vous. Merci. Monsieur Roche ou Monsieur Chi, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, parce qu'on croit souvent que, encore une fois, les entrepreneurs sont frappés par la grâce, que les fondateurs font tout, mais en fait, ça ne marche pas comme ça, quoi. Ça marche pas comme ça. En fait, la raison pour laquelle on crée des entreprises, c'est pour faire des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Sinon, on ne crée pas une entreprise. On se le fait tout seul dans son coin et on n'en parle plus. En vrai, c'est quand même beaucoup de contraintes, on ne va pas se mentir. Donc, la raison pour laquelle on fait des entreprises, c'est pour faire des choses qu'on ne peut pas faire tout seul, qui sont beaucoup plus grandes que soi. Et donc, beaucoup plus grandes que soi, ça veut dire être capable d'agréger des talents et d'en faire quelque chose ensemble. Une entreprise, c'est comme une équipe de sport de haut niveau. Pas une équipe de sport pour jouer le dimanche. Il y a plein de gens qui vont dans des boîtes ou qui veulent créer des boîtes parce qu'ils trouvent que c'est cool. Putain, c'est tout sauf cool, quoi. Si vous aimez le cool, faites pas une boîte. Vraiment. Il y a plein de gens qui veulent créer une boîte pour avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Alors là, je vous garantis, l'équilibre, il est parfait. C'est 100% vie pro, 0% vie perso. Okay, si vous aimez l'équilibre vie pro, vie perso, ou alors, il faut un équilibre 100%, 100%, mais c'est un équilibre qui est compliqué à trouver. Ok, ça n'existe pas. Si vous n'aimez pas les sacrifices, ne soyez pas entrepreneur. Ok, tout ça, c'est... En fait, l'entrepreneuriat, ce n'est qu'une série d'inconforts permanents et la capacité à être bon dans l'inconfort. Mais le problème, c'est pas seulement vous. Il faut être capable de trouver et de fédérer une équipe de gens qui oublient quelque chose qu'on vous apprend tous les jours à l'ESSEC et depuis que vous êtes né, qui est la boucle de récompense permanente individuelle. Ok, ce truc-là, c'est vraiment le truc qu'il faut désapprendre quand on rentre dans le monde professionnel. Depuis que vous êtes petit, vous êtes fort à l'école et vous êtes premier de la classe. Et depuis que vous êtes petit, depuis le premier jour, on vous donne des bonbons toutes les 5 secondes. Un bon point, une image, un 18 sur 20, un truc. Et alors après arrive le truc magique, le concours. Ok, c'est quoi le concours? C'est la réussite individuelle contre les autres. D'accord? Et après, avec un peu de chance, vous allez rentrer dans une boîte de conseil où là, c'est exactement la même chose, le concours permanent. Ok, et après, vous arrivez dans une entreprise, c'est un désastre. Pourquoi? L'entreprise, c'est l'inverse de l'individu. Imaginez quelqu'un qui joue dans une équipe de foot performance, demain, PSG, Nice, ok. Une des deux équipes, elle prend 7-0. Il y a un mec qui rentre au vestiaire de l'équipe qui a perdu 7-0. Il dit putain, moi j'ai fait un match, les gars, génial. J'étais à mon prime. Mais le mec, il sort jamais du vestiaire, quoi. Franchement, il le laisse pour mort. Ok, ça n'existe pas. En fait, il n'y a pas de performance individuelle. La performance individuelle est un mythe. Il n'y a de réussite que collective. Et donc, ce qu'il faut, c'est pas de trouver simplement les meilleurs à chaque poste. Ça aussi, c'est un mythe. Regardez le PSG. Ils avaient les meilleurs du monde entier à chaque poste. Ils n'arrivaient même pas à dépasser les 8e de finale ou quarts de finale. C'est un scandale. Ok. Non. Ce qui compte, c'est vraiment d'être capable de mettre
ensemble tous les jours des gens qui ont la volonté, même s'ils ne sont pas entrepreneurs, de vivre dans cet inconfort de l'entreprise, encore plus quand c'est une entreprise qui est start-up, et chaque jour aller relever des défis, chaque jour aller se battre, chaque jour aller essayer de convaincre les étudiants de l'ESSEC d'utiliser Lydia, et croyez-moi, c'est pas tous les jours facile. Mais quand même, il y a des endroits où c'est pire, et chez vous, on doit dire que depuis toutes ces années, vous avez quand même bien régalé. Mais c'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est l'amour de l'inconfort et l'amour de faire des choses ensemble qui sont tellement extraordinaires et tellement inaccessibles individuellement que finalement, tous ces sacrifices, c'est OK, quoi. Je crois que c'est Churchill qui disait que la réussite, c'est d'aller d'échec en échec en gardant son enthousiasme. C'est exactement ça. Et si je rajoute sur l'exécution, alors c'est moins vrai aujourd'hui, mais il y a une quinzaine d'années, il y avait une étude qui était super intéressante, qui démontrait que en dehors des génies de l'entrepreneuriat, on va prendre des Page, Brin, Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, etc., que moi je ne suis pas, peut-être vous, mais moi pas. La majorité, le QI moyen des Américains qui avaient monté des entreprises et qui avaient réussi était inférieur au QI moyen des Américains globaux. Ça veut dire qu'en gros, le patron et l'entrepreneur est plus con que les autres, hein, c'est ce que ça veut dire. Alors après, on peut discuter quotient intellectuel, quotient émotionnel. Mais globalement, la différence, c'est que en fait, c'est le fait de l'avoir fait et exécuté. Et c'est ça. Et pas d'ego. C'est vraiment fondamental. On en parlait tous. C'est vraiment l'exécution, l'idée. Je crois qu'il y a eu 17 réseaux sociaux avant Facebook. C'est pas le premier. Et vous pouvez prendre sur toutes les entreprises, toutes sans exception. Donc voilà. Mais une fois que vous avez adressé le sujet, qui est, t'as raison, c'est fatigant, c'est difficile, c'est compliqué, c'est un sacerdoce. Alors à ce moment-là, l'idée n'est pas le fondamental. Après, moi je compléterai en vous relatant la manière que j'ai d'être entrepreneur, j'ai envie de dire un peu plus calme et zen aujourd'hui. C'est que je recherche toujours dans ce qui m'arrive l'élément positif. Donc j'ai un regard toujours optimiste, même lorsque la pire des choses m'arrive. J'essaie d'en comprendre le sens et de trouver l'élément positif dedans. Et c'est ce que je diffuse auprès de mes salariés. Et puis, c'est une histoire, l'entrepreneuriat. Alors j'ai envie de vous dire, rêvez, faites et souvenez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Et on va pouvoir maintenant passer un micro dans la salle pour les questions du public. Levez la main pour qu'on puisse vous voir et vous apporter le micro. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci à vous donc pour ce débat. Ma question est très simple. J'aimerais savoir comment vous avez fait pour... On apprend énormément pour la suite, donc vraiment, il faut prendre les échecs comme des steps, des marches essentielles pour arriver ensuite à des succès. Mais et surtout, ni le prendre personnellement, ni se remettre en question. Tout le monde en fait, même les plus grands, et donc c'est qu'une phase d'apprentissage. L'échec, comme la réussite, n'est qu'une expérience de vie, selon moi. Donc voilà, c'est l'occasion d'apprendre. Et quand on a un échec, surtout, il ne faut pas refaire de la même chose parce qu'on va obtenir un peu plus du même résultat. C'est ça qu'il faut tirer dans l'échec. Mais c'est une expérience de vie où on apprend beaucoup, je suis d'accord. Trompez-vous souvent, ça veut dire que vous aurez essayé. C'est ça. Alors après, on dit souvent c'est bien d'avoir planté des entreprises avant de réussir. Très objectivement, je suis quand même content de ne pas avoir planté, quoi. Et c'est quand même bien. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas de ses erreurs, mais il y a pourrait faire un petit effort. Non, mais tu vois, c'est voilà. D'avoir planté la boîte. Et l'échec, c'est pas forcément planter la boîte. Voilà, c'est juste de dire une erreur, on l'a fait, on la refait pas 2 fois, c'est tout. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Bonsoir plutôt. Vous avez dirigé de nombreuses équipes parce que vous avez été cofondateur de plusieurs boîtes. Comment vous faites pour tirer le meilleur des autres et quelle leçon vous avez tiré un peu du management concret quand vous dirigez des équipes?
prenez la parole. Quelle question? Moi, je peux apporter un début de réponse, si tu veux réfléchir. Parce que j'ai une idée. Je peux ou je te... Oh, c'est bon, ok. Désolé de te prendre là. Mais moi, j'essaie toujours de travailler dans l'intérêt bien compris de tous. Et j'essaie de bien comprendre ce qui fait vibrer la personne avec qui je travaille, pour l'accompagner dans ce qu'elle souhaite, pour l'accompagner dans mon entreprise. Et parfois, j'accompagne ailleurs, parce que je préfère l'accompagnement d'un ami que la soumission d'un vaincu. Voilà, c'est comme ça que je réfléchis tout le temps. Et quand je vois que la personne, elle a plus envie ou qu'elle se met dans un champ de contrainte et de soumission, j'essaie de l'en sortir. Parce qu'on donne le meilleur de soi que quand on est un ami, je pense. Un autre point, moi, qui me semble hyper important, c'est de capitaliser sur les forces de chacun plutôt que de passer son temps à essayer de faire progresser les gens sur leurs faiblesses. Parce que ça marche pas. Déjà, le chemin est beaucoup plus dur et puis c'est pas tellement motivant. Donc, il faut vraiment identifier les forces de chacun. Et nous, ça nous est arrivé énormément de fois d'ajuster des postes, des missions et même l'orientation d'un service, voilà, parce qu'on avait identifié les forces, une force exceptionnelle, un talent, et qu'on savait qu'on pourrait en faire quelque chose. Après, quand on fait de la vente, souvent les gens ne se rendent pas compte que le meilleur rendez-vous client, il peut durer 1 heure. Si on n'a pas ouvert la bouche, c'est un bon rendez-vous client. Les gens pensent que pour faire un bon rendez-vous, il faut raconter l'histoire de sa boîte, etc. Et c'est pas vrai. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut écouter. Et dans le management, c'est pareil. Au passage, dans la séduction, c'est pareil. Si vous passez 1 heure à expliquer à la personne en face de vous que vous adorez le foot et la Formule 1, je ne suis pas certain que vous allez créer une relation plutôt que de l'écouter, de lui demander ce qui l'intéresse. Peut-être qu'elle aimera le foot et la Formule 1, mais ça se trouve, elle aime le théâtre, vous aussi. Voilà. Et donc, c'est la même chose dans le management. La question, c'est que veulent les gens ? De quoi ils ont envie ? À quoi ils marchent ? Quels sont leurs drivers ? Qu'est-ce qui les fait kiffer ? Et est-ce que le job que j'ai dans la boîte correspond à ça ? Si la réponse est oui, alors l'exercice consiste à mettre les bonnes personnes au bon endroit, ce que tu dis ici. Si la réponse est non, c'est de se dire que on arrête, et c'est pas grave, parce que les gens sont peut-être très bien, mais pas pour son organisation. Mais le vrai sujet, c'est de se poser la question non pas de ce que moi j'aimerais faire, comment moi je me projette sur le job que la personne fait, et qu'est-ce qui moi me fait kiffer, mais qu'est-ce qui fait kiffer la personne que j'ai en face de moi. Certains s'éclateront à aller faire la consolidation financière de l'entreprise. D'autres s'éclateront à faire du marketing, d'autres la finance, etc. Et en fait, chacun a ses aspirations et c'est tout à fait respectable. Il faut juste se poser la question de qui fait quoi, qu'est-ce que chacun a envie de faire et d'adapter non pas ce que nous on aimerait faire, mais ce que les gens ont envie de faire. Et c'est sûr que quelqu'un qui est paniqué devant un coup de fil à un inconnu, lui demander de faire du commercial, c'est pas forcément une super idée. Etc., etc. De même que dans tes restaurants dans le noir, il y a quelques profils, ça m'étonnerait que tu puisses les recruter, parce que ça peut être très pratique. La réponse que j'apporterai à la question, comment tirer le meilleur parti de chacun, encore une fois, c'est jamais individuel, c'est collectif ce qu'on fait, d'accord ? Donc on n'essaye pas de faire de chacun le meilleur tout seul, parce que le meilleur tout seul, ça ne sert à rien, il faut faire un autre métier. Et donc, ce qui compte, c'est effectivement d'avoir un projet dans lequel chaque personne qui travaille dans ce projet peut se réaliser à son maximum. Et donc, ça commence par donner un projet qui soit au-delà de inspirant, mais qui donne envie de se battre pour chaque jour. Et ça, c'est pas facile. C'est encore moins facile quand on grandit. Mais pour tirer le meilleur parti de chacun, il faut effectivement s'assurer que chacun travaille sur quelque chose qui est dans la durée et qui permet de se dépasser. Et donc, encore une fois, d'être dans l'inconfort. Parce que pour atteindre le meilleur de soi-même, c'est pas en étant pépère, quoi. Encore une fois, l'exemple du sportif de haut niveau, une fois que vous le voyez en train de faire, ça a l'air assez facile, mais la réalité, c'est que c'est des dizaines de milliers d'heures d'entraînement et de répétition, de répétition, de répétition. Et donc, c'est la même chose, quoi. Pour être au meilleur de soi-même, il faut se la foutre un peu, quoi. Bonjour. Merci beaucoup pour vos témoignages qui sont très inspirants. Et alors, j'avais une question pour vous, Monsieur Chiche. Vous avez dit vouloir vous attaquer au marché européen.
Et je voulais savoir qu'est-ce qui vous empêchait de le faire dès maintenant en tant qu'application. Merci. En tant qu'application, rien. En tant que chef d'entreprise, beaucoup de choses. L'ambition de Lydia, j'espère qu'on a réussi à vous la faire passer ces dernières années, c'est de devenir votre compte courant, votre banque. Et donc, vous voyez, ça veut dire que, je ne sais pas, aujourd'hui, si peut-être vous êtes au Crédit Agricole, ou chez BNP, ou chez... j'en sais rien. Et donc, il y a un peu de chemin, parce que pour la plupart des Français, mais pas que des Français, des Européens aussi, c'est une tradition familiale. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire l'effort de renier 40 générations qui vous ont dit il faut mettre votre argent au Crédit Agricole, c'est mieux, quoi. C'est sécure. OK. Et donc, faire ça dans un pays comme la France, c'est déjà quelque chose de gigantesque. Et honnêtement, si on repart du début, Antoine Porte et moi, en 2011, la probabilité qu'on aille se taper avec Crédit Agricole, je vous mens pas, c'est léger, quoi. Aujourd'hui, ça paraît moins léger et moins improbable. Allez, va, pour certains, un certain nombre même, ça, c'est même très probable. Mais si en plus vous devez le faire en même temps dans beaucoup de pays, bon, là, vous ramenez encore vos chances assez proches de zéro. Et donc, on ne voudrait pas faire ça. On ne veut pas faire ce que les Américains appellent spread yourself too thin. Donc, il faut de la profondeur. Merci. Nous allons désormais pouvoir passer à la dernière question. Alors, merci beaucoup pour tous ces échanges, pour ce débat. Alors moi, je suis encore confuse parce que vous avez insisté énormément sur la différence entre l'esprit entrepreneurial et être entrepreneur. Et je me demande, enfin, je ne vois pas vraiment la différence parce que, en tant que jeune, enfin, je pense qu'on essaye de développer cet esprit entrepreneurial, que ce soit dans les projets qu'on fait, dans les statuts auto-entrepreneurs. Donc, quelque part, on se considère déjà comme entrepreneur, mais vous nous dites non, on n'est pas encore entrepreneur. Donc, quand est-ce qu'on considère qu'on est entrepreneur? Et j'ai cru entendre peut-être un élément de réponse, ce serait savoir recruter dans une équipe des personnes qui sont meilleures que nous. J'entends, je comprends, mais ça fait peur. Parce que du coup, à quel moment, enfin, ayant des personnes dans notre équipe qui sont meilleures que nous, comment est-ce qu'on fait pour garder le lead, entre guillemets? Parce qu'ils savent qu'ils sont meilleurs que nous, donc ils ont envie de nous. Je peux répondre là-dessus, c'est assez facile. Les meilleurs entraîneurs d'une équipe sportive ne sont pas les meilleurs joueurs. Et pour autant, ils ont quelque chose qui fait qu'ils arrivent à mettre une synergie et une équipe. Maintenant, sur le sujet de l'entrepreneur, et encore une fois, il y a une différence entre je fais des projets en équipe, on a des idées, on crée quelque chose, et de porter le poids d'une responsabilité qui est lourde. Elle est très lourde. Être entrepreneur, c'est une responsabilité vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses équipes, vis-à-vis de ses salariés, et même si on est des associés, on est seul, et avec une pression qui est forte. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, hein, et une responsabilité, et du coup, c'est ça qui est très différent, parce qu'il faut un ADN assez particulier. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être dans un projet, dans une équipe et faire des choses. C'est pas pareil. C'est vraiment particulier, parce que tu vas porter une responsabilité qui est vraiment extrêmement lourde. Je crois que la meilleure réponse à ça, c'est il faut essayer. Vous allez voir, franchement, il faut essayer. Et encore une fois, on parlait tout à l'heure d'échec. C'est vraiment pas un problème, quoi. Vraiment, c'est pas un problème. Il faut essayer, il faut aller au bout de son rêve, il faut aller au bout de son énergie, mais par contre, il faut y aller à fond. Moi, j'entends parfois des gens qui disent je vais faire entrepreneur sur le côté. Alors déjà, quand tu es au milieu, à 140%, la probabilité, c'est 1 sur 4000. Tu as plus vite fait de gagner à l'euro million. Si en plus tu le fais sur le côté, bon, OK, il ne faut pas commencer, quoi. Donc, si effectivement vous êtes animé par l'envie, et vous avez l'énergie, la volonté d'essayer et effectivement de tout sacrifier pour ça, alors il faut le faire. Et l'échec n'est pas la seule des options. Il y a aussi la réussite.
L'image que je peux vous donner, c'est celle d'Usain Bolt, qui, quand il court et il gagne, vous l'avez tous vu avec son sourire exceptionnel en train de regarder avec 3 mètres d'avance sur tout le monde. Il y a un documentaire sur lui dans lequel il s'entraîne dans sa piscine avec un élastique et il tire et il vomit. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est la face cachée qu'on ne voit pas. C'est dur pour arriver après à la course et je gagne. Cristiano Ronaldo a dû faire des millions de jongles et des choses extrêmement difficiles. Le premier champion olympique de boss, Edgar Gros-Piron, il racontait qu'il avait fait 2 ou 3 millions de boss à chaque fois avant de gagner les JO. Et en fait, c'est ça, tu as raison, c'est à fond, très fort, et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps, tout le temps. Sur Manitou, tu parlais de la croissance tout à l'heure qu'on avait fait, on dit souvent, on court un marathon à la vitesse d'un sprint. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Après, l'entrepreneuriat, quand on devient entrepreneur, la qualité, c'est pas d'être le meilleur partout, c'est d'être en capacité d'identifier les bonnes ressources pour faire. Et souvent, elles sont bien meilleures que vous. Et heureusement, hein, c'est donc le leadership, il va se positionner ailleurs. Moi, je connais des gens qui ont développé de la techno, ce sont des bons leaders et ainsi de suite, mais c'est quasiment des billes en techno. C'est pas ce qu'on leur demande, ils ont trouvé des gens avec qui s'associer, etc. Et puis, le poids de l'entrepreneur, c'est aussi le fait d'avoir à l'esprit que l'échec n'a qu'un seul père, c'est l'entrepreneur. La réussite a plusieurs pères. C'est ceux qui voudront s'en targuer. Et ça, il faut savoir l'assumer. C'est-à-dire que tout le monde va dire « Ouh, c'est grâce à moi que ça marche, et pourquoi pas. Par contre, ça sera de votre faute, et exclusivement de la vôtre si ça ne marche pas. » Et ça, il faut aussi l'avoir à l'esprit, parce que ça colle une pression, comme tu le disais. On est redevable devant plein de gens. Voilà, donc c'est ça l'entrepreneuriat, mais c'est une aventure formidable. Hein. Donc c'est dur, mais plein d'autres choses sont dures. Et être sportif l'est tout autant. Moi, je rajouterais Tu disais tout à l'heure, si j'avais su que c'était aussi compliqué, je ne l'aurais jamais fait. Pas être entrepreneur, hein, juste un système de paiement. Oui, le système Lydia. Clairement, en fait, il faut se lancer avec la ferveur et l'idée et l'envie d'entreprendre. Et ensuite, avoir les reins suffisamment solides pour affronter toutes les batailles qui vont se dérouler, parce que c'est quand même une guerre de longue haleine de tous les jours pour ensuite créer son entreprise. Mais faut pas non plus, trop réfléchir avant, parce que sinon on n'ira pas. Mais il faut ensuite prendre tous les problèmes un par un. Pour moi, un entrepreneur, c'est en effet quelqu'un qui sait s'entourer, mais c'est aussi un merveilleux solution maker, qui trouve des solutions tous les jours, et qui garde la foi. Mais ce n'est qu'un tas de problèmes, voilà, mais qu'il faut tous les jours régler. Pardon, j'ai une dernière question pour vous 4. Quel est le pire conseil qu'on vous ait jamais donné ? N'y va pas. Ça, je l'ai entendu plein de fois. Donc j'ai dû parfois être sourd, en plus d'être aveugle, parce que je m'en foutais en fait. Moi, quand je veux, je peux. Alors nous, en fait, je crois que j'ai pas de réponse, parce que on a beaucoup évité de se faire conseiller. Et on a fait comme on l'entendait, et on a avancé en faisant des erreurs, etc. Mais je ne crois pas avoir été marquée par un conseil qui m'aurait envoyé dans la mauvaise direction. Voilà, on a fait nos propres choix et on a avancé. J'écoute beaucoup Mathieu Stéphanie sur Génération Do It Yourself, qui était un bon copain, et je crois que j'ai écouté les 350 épisodes qu'il a fait. Ouais, je sais. Et je fais beaucoup de vélo, donc c'est 3 heures, c'est le bon format. Et en fait, la moitié des dirigeants qui passent racontent exactement l'opposé de la moitié des dirigeants qui passent. Et donc c'est exactement ça, c'est qu'en fait, voilà, quand j'ai fait mon MBA, alors l'école était un peu moins prestigieuse, mais c'était une bonne école. Quand j'ai fait mon MBA, je pense que la moitié des choses qu'on a appris à l'école, on a fait exactement l'opposé. On n'a jamais fait une seule étude de marché de notre vie, etc., etc. Bref. Et en fait, c'est exactement ce que ça, c'est en fait, on vous dira toute la journée que c'est pas possible, toute la journée. Et à un moment, il faut s'écouter et y aller. Et parfois, on se trompe. Il ne faut pas s'entêter. C'est ça qui est compliqué. C'est trouver le curseur entre j'y vais, je me base, j'ai une conviction. Et le fait, à un moment, il faut arrêter de s'entêter. Quand on tape dans le mur, à un moment, il faut se rendre compte qu'il y a la porte qui n'est pas là. Il faut bouger.
Donc voilà, donc je dirais que c'est ça, c'est pas possible, ou ça marchera jamais, ou il faut pas faire ça. Et moi, c'est t'associes pas 50-50, c'est une énorme connerie. Évidemment, on s'est associé 50-50 et évidemment, 13 ans après, on n'a jamais été aussi proche et aussi aligné, parce que justement, c'est jamais posé la question, ou toutes ces questions auxquelles on a répondu pendant les 6 mois avant de créer la boîte ne sont plus jamais reposées après. Quand elles sont reposées, on était tellement fort pour y répondre que même des investisseurs qui étaient des board members et vraiment des gens qui faisaient ça avec aucune malveillance, auraient pu créer des situations où il y aurait eu une dissension entre les fondateurs de l'entreprise. Mais comme on avait bien bossé avant et qu'on n'avait pas d'histoire d'ego, on était à 50-50, et ben ça n'a pas craqué. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 pour la richesse de ces échanges. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez les poser pendant le cocktail qui se tient en café juste après. Merci beaucoup. Merci. Merci, mesdames. Merci.